Bonjour à tous. Un ratio est défini comme étant un rapport entre deux postes ou groupes de postes qui figurent dans les états financiers. Les ratios sont parmi les outils d'analyse financière les plus utilisés. L'objectif du calcul des ratios est de rechercher une certaine relation entre la valeur des postes rapprochés. Nous distinguons trois types de ratios. Le premier type, les ratios de structure, qui distinguent deux catégories d'analyse, à savoir l'analyse de la liquidité et l'analyse de la solvabilité. Le deuxième type, les ratios de gestion, appelés aussi ratios d'activité ou ratios de rotation. Et le troisième type, les ratios de performance. Nous commençons par les ratios de structure en distinguant l'analyse de la liquidité et l'analyse de la solvabilité. Nous analysons la liquidité de l'entreprise à travers les ratios suivants. Degré de liquidité de l'entreprise, ratio de liquidité générale ou ratio du fonds de roulement, ratio de liquidité réduite et ratio de liquidité immédiate. Pour analyser la liquidité de l'entreprise, nous commençons par l'analyse du degré de liquidité de l'entreprise à travers le ratio actifs courants sur total des actifs réels. Ainsi, le degré de liquidité est défini par l'importance relative des actifs courants par rapport à l'actif réel total. Ensuite, nous passons à l'analyse de la liquidité générale à travers le ratio de liquidité générale, appelé aussi le ratio du fonds de roulement, qui est égal au rapport entre les actifs courants et les passifs courants. Généralement, plus ce ratio est élevé, plus l'entreprise pourra faire face à ses engagements à court terme. Les analystes financiers considèrent que la valeur de ce ratio devrait se rapprocher de 2. Néanmoins, cette valeur varie en fonction du secteur d'activité de l'entreprise et de sa taille. Passons au ratio de liquidité réduite. Le ratio de liquidité réduite constitue une mesure plus restrictive de la liquidité d'une entreprise que le ratio de liquidité générale. En effet, il se calcule en divisant les actifs courants hors stock par les passifs courants. Si la valeur de ce ratio est égale à 74% par exemple, cela montre que l'entreprise est en mesure de rembourser 74% de ses dettes à moins d'un an en mobilisant la totalité de ses créances et de ses liquidités et équivalents de liquidités. En pratique, on considère comme étant appropriée la valeur de 1,5 du ratio de liquidité réduite. Le ratio de liquidité immédiate se définit comme étant le rapport entre les liquidités et équivalents de liquidités et les passifs courants. Ensuite, nous passons à l'analyse de la solvabilité à travers les ratios suivants. Le ratio de solvabilité générale, le ratio d'autonomie financière, le ratio d'endettement et le ratio de couverture des charges financières. Le ratio de solvabilité générale est défini ainsi. Total des actifs réels divisé par le total des passifs. Ce ratio doit être nettement supérieur à 1. Si sa valeur est égale à 2, cela montre que l'entreprise dispose d'une capacité d'endettement importante. Pourquoi? Parce qu'en cas de liquidation, la réalisation de ces actifs permet de rembourser 2 fois la totalité de ses engagements. Le ratio d'autonomie financière se calcule par le rapport suivant. Passif non courant divisé par les capitaux propres. On peut également calculer un ratio d'endettement. Ce ratio d'endettement
peut se calculer soit par le rapport entre les passifs et les capitaux propres, soit par le rapport entre les passifs et le total du bilan. Nous terminons par le ratio de couverture des charges financières, qui est égal au bénéfice avant intérêts et impôts, BAII, divisé par les charges financières. Ce ratio indique le nombre de fois que le bénéfice avant intérêts et impôts couvre la charge d'intérêt qui résulte des dettes contractées par l'entreprise. Nous passons au ratio de gestion, appelé aussi ratio d'activité ou ratio de rotation. Les ratios de gestion, appelés aussi ratio d'activité ou ratio de rotation, mesurent le degré d'efficacité avec lequel les différents actifs de l'entreprise sont gérés. Dans cette vidéo, nous allons distinguer les ratios de gestion suivants. Le ratio de rotation des actifs, le ratio de rotation des actifs non courants, le ratio de rotation des stocks, la rotation des matières premières, la rotation des encours, la rotation des produits finis, le délai moyen de recouvrement des clients et comptes attachés et le délai moyen du crédit fournisseur et comptes attachés. Le ratio de rotation des actifs se définit par le rapport entre le chiffre d'affaires total hors taxe et le total des actifs. Le ratio de rotation des actifs non courants a pour objectif de juger si l'entreprise utilise efficacement ses actifs non courants. Il indique le montant des ventes que réalise l'entreprise par unité monétaire investie en actifs non courants. Le ratio de rotation des stocks indique combien de fois les stocks ont été renouvelés au cours d'un exercice donné. Il est égal au rapport entre le coût des marchandises vendues et le stock moyen, avec stock moyen est égal au stock initial plus le stock final, le tout est divisé par 2. D'une façon générale, un ratio de rotation des stocks élevé est préférable à un ratio faible. Toutefois, il convient de comparer l'indice de rotation des stocks par rapport à la moyenne du secteur auquel appartient l'entreprise. Un ratio significativement plus faible que cette moyenne signifie que les stocks de l'entreprise sont trop élevés par rapport à la demande de ses clients. La comparaison de ces ratios entre différentes entreprises est néanmoins délicate, puisque ces indicateurs de rotation sont influencés par la méthode d'évaluation des stocks utilisée par chaque entreprise. On peut calculer pour une entreprise à caractère industriel la rotation des matières premières, la rotation des encours et la rotation des produits finis. La rotation des matières premières est le rapport entre les matières premières consommées au cours de l'exercice et le stock moyen des matières premières. La rotation des encours est le rapport entre le coût de revient des encours et le stock moyen des encours. La rotation des produits finis est le rapport entre le coût de revient des produits finis et le stock moyen des produits finis. Le délai moyen de recouvrement des clients et comptes attachés indique la période qui s'écoule entre le moment où la vente a eu lieu et celui du règlement. Il est obtenu par la formule suivante. Clients et comptes attachés divisé par le chiffre d'affaires total, le tout est multiplié par 360. Un délai moyen de recouvrement trop court indique que la période de crédit client est trop restrictive et inversement. Le délai moyen du crédit fournisseur et comptes attachés
indique le nombre de jours de crédit accordés par les fournisseurs à l'entreprise pour régler ses achats. Il est défini par le rapport fournisseurs et comptes rattachés divisé par les achats. Le tout est multiplié par 360. L'entreprise doit faire en sorte que le délai moyen de recouvrement des clients et comptes rattachés soit inférieur au délai moyen du crédit fournisseur et comptes rattachés, et ce, pour des raisons de liquidité. Nous passons au troisième type de ratio, les ratios de performance. La performance de l'entreprise est définie comme étant son aptitude à produire un bénéfice. La performance de l'entreprise est mesurée par des taux ou des ratios qui mettent en rapport les résultats de l'entreprise d'une part et les moyens mis en œuvre pour les obtenir, tels que les capitaux propres, les actifs nets ou le chiffre d'affaires, d'autre part. Dans ce qui suit, nous allons distinguer les ratios de performance suivants. Le taux de marge brute commerciale, le taux de marge brute sur coût matière, le taux de marge nette, la rentabilité économique, la rentabilité de l'actif, la rentabilité d'exploitation, la rentabilité des capitaux propres et le ratio cours-bénéfice. Le taux de marge brute commerciale ou marge brute sur chiffre d'affaires est un indice de la proportion du chiffre d'affaires après déduction du coût des marchandises vendues. Il permet de juger l'efficacité de l'exploitation ainsi que celle de la politique des prix. Il est donné par le rapport vente moins coût des marchandises vendues. Le tout est divisé par les ventes de marchandises hors taxes. Le taux de marge brute sur coût matière est la proportion de la production après déduction des achats consommés. Il permet de mesurer l'efficacité de l'activité de production de l'entreprise. Il est calculé comme suit. Marge sur coût matière divisé par la production. Le taux de la marge nette est obtenu par le rapport entre le bénéfice net divisé par le chiffre d'affaires total hors taxe. Les trois ratios de marge précédents, à savoir le taux de marge brute commerciale, le taux de marge brute sur coût matière et le taux de marge nette, peuvent être étudiés simultanément afin d'analyser de manière plus détaillée l'exploitation de l'entreprise. Par exemple, une augmentation de la marge nette pour des marges brutes inchangées peut s'expliquer soit par une meilleure maîtrise des dépenses par rapport aux ventes et à la production, soit par une baisse du taux d'imposition de l'entreprise. La rentabilité économique permet de mesurer la performance de l'ensemble des capitaux stables, indépendamment de leur mode de financement ou de leur origine. La rentabilité économique est comme suit. Résultat net plus intérêt des emprunts, le tout est divisé par les capitaux stables. Avec capitaux stables sont les capitaux propres plus les emprunts à moyen et long terme. La rentabilité de l'actif indique le bénéfice net réalisé par l'entreprise par unité de monnaie investie. Elle est calculée ainsi. Bénéfice net divisé par le total des actifs. L'utilisation de ce ratio n'est pas très significative dans la mesure où le bénéfice net ne tient pas compte des intérêts versés aux créanciers, dont les fonds ont servi à financer une partie des actifs. Il est alors préférable de calculer la rentabilité d'exploitation. La rentabilité d'exploitation est égale au bénéfice avant intérêts et impôts, BAII, divisé par le total des actifs. La rentabilité des capitaux propres mesure le bénéfice net réalisé par l'entreprise
pour chaque unité de monnaie investie par les actionnaires. Elle est égale au rapport suivant. Bénéfice net divisé par les capitaux propres. On peut également définir le ratio cours-bénéfice comme suit. Cours de l'action divisé par le bénéfice par action. Ce ratio est connu sous l'appellation anglo-saxonne par le PER. Il est comparé au ratio moyen d'entreprises similaires opérant dans le même secteur. Dans le cas où la valeur du ratio de l'entreprise est supérieure au ratio du secteur, cela peut signifier que les actions de cette entreprise sont surévaluées par le marché et inversement. Merci, à la prochaine vidéo. Au revoir.